Alors voilà, voilà où on en est. Voilà où en est la catastrophe. Voilà, c'est lourd, c'est dur. J'entends que ces images peuvent être choquantes. Voilà, vous m'envoyez désolé, mais il faut que je vous montre la vérité. Et voilà notre très grande blessée, complètement déboîtée. Voilà, là j'attends quelqu'un pour qu'on puisse la réparer ensemble, parce que c'est courage, ma belle, courage. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un nouveau canapé. Un grand canapé, un vrai entre guillemets canapé lit. Mon ancien canapé, maintenant il est dans la chambre, c'était mon canapé d'étudiante. Et là, j'ai profité d'avoir enfin un appartement plus grand pour investir dans un canapé lit. Comme ça, quand je reçois quelqu'un chez moi, la personne n'est pas obligée de dormir par terre. Donc c'est mieux, c'est mieux. Mais il était beaucoup plus grand, enfin il est beaucoup plus grand que mon ancien canapé, donc j'ai dû réorganiser mon salon, l'espace de mon salon. Et j'ai donc un meuble bibliothèque que j'ai voulu bouger seule. Alors après avoir enlevé tout ce qui était livres, objets des étagères, et quand j'ai voulu bouger le meuble en fait, à un moment, donc j'étais accroupie pour le pousser tout doucement, et j'ai poussé un peu plus fort que ce qui n'était prévu, hein, n'est-ce pas, puisque je suis une brute un peu impatiente et impulsive. 2 étagères me sont tombées dessus, sur le dos, en me relevant. J'étais un peu... ok, d'accord, très bien, qu'est-ce qui se passe? Et une petite bougie en verre est tombée par terre et s'est éclatée en 1000 morceaux sur le sol, et j'ai fait bon, d'accord, très bien, ça veut dire que je ne... que j'arrête, que je lâche prise en fait. Donc ça c'était hier. Je me suis résolue à vivre presque là une petite dizaine de jours dans ce marasme, dans Bagdad, et une âme charitable qui est mon papa, voilà, vient m'aider à réparer la bibliothèque, parce qu'en plus hier, toutes les personnes que je connais qui vivent dans ma ville, à qui j'ai passé un petit message en mode je suis un petit peu désespérée, aurais-tu un marteau et ta présence, personne n'était dispo. Donc bon, comme c'est pas la grande forme en ce moment, j'ai la chance d'avoir une famille présente qui arrange un petit peu tout ça. C'est très moyen dans ma vie perso. Il y a plein de petites choses qui s'accumulent, notamment au niveau santé. Voilà, et la santé c'est le plus important à mes yeux, voilà, contre tout ce que vous voulez. La santé c'est ce qu'il y a de plus important. On peut avoir tout le reste, mais si on n'a pas la santé, ça ne sert à rien. Et depuis janvier, toutes les semaines, je vais voir un médecin. Enfin, et pas que généraliste, mes autres médecins spécialisés que j'ai pour ma maladie de Crohn, mes autres rendez-vous prévus. J'ai été voir un dermatologue, puisque si vous ne suivez pas sur Instagram, j'ai fait un conche, un piercing à l'oreille fin du mois de janvier. Ça a mal tourné, ça a fait infection, allergie, inflammation, j'ai eu l'oreille qui a quadruplé de volume, j'ai terminé aux urgences et tout. Enfin, c'est par là que ça a commencé. Ensuite j'ai dû prendre donc des antibiotiques, mais les antibiotiques ça ruine toute votre flore de partout, donc avec une maladie de Crohn c'est pas bon, et puis comme j'ai d'autres soucis à d'autres endroits, c'était pas bon non plus. Et donc j'ai été voir le dermato parce qu'on a fait un test allergène avec 30 allergènes dans le dos. Je vous glisserai une petite photo. Voilà, pendant 4 jours vous avez ça dans le dos, et puis finalement il s'est avéré que je n'étais allergique à rien du tout, donc le piercing, le dermato m'a dit écoutez, j'ai jamais vu ça, je pense que vous étiez le cas sur 1 million. Je m'accroche à une corde un peu raide que je tire depuis le déconfinement en fait, et depuis juin, notamment depuis fin juin je tire sur une corde. Et il y a des moments où vraiment ça va, où je suis au sommet et je me dis c'est pas grave, je suis pas revenue sur tout ce qui s'est passé depuis cette période là, et c'est très bien, j'avance, je vais de l'avant. Et il y a des moments où je sais très bien que je ne réagis pas de cette manière en fait, où ou quand je fais abstraction de ce qui ne va pas, en fait à un moment ça me retombe dessus, comme tout un chacun, chacune, enfin je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'ai eu tendance beaucoup à cacher quand ça n'allait pas, à faire comme si tout allait très bien, à surtout ne rien dire, ne rien laisser paraître, parce que je voulais pas créer de problème, je voulais pas attirer l'attention,
Je voulais pas que ça se passe mal, donc j'ai tué beaucoup de choses dans ma vie, dans mon adolescence notamment, quand ça n'allait pas bien, et j'ai fait comme si tout allait bien, et j'ai tenu comme ça, je me suis arrachée, et j'ai avancé malgré tout en écrasant au passage mon bien-être, ma santé mentale, tout. Et donc et ça a explosé à un moment donné dans ma vie. Donc maintenant je fais attention, je fais très attention, et puis de toute façon ensuite ma maladie de Crohn s'est déclarée, et là mon corps a dit stop, prends soin de toi, tu ne peux pas avancer dans la vie juste comme ça sans revenir sur ce qui se passe, accepte tes émotions, accepte ton vécu. La situation mondiale en ce moment n'aide pas à ne pas être anxieux, anxieuse, à ne pas se poser de questions pour l'avenir, surtout quand on fait certains métiers. Alors moi en l'occurrence je suis dans la culture, donc en ce moment il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Après je pense que j'ai pas à me plaindre parce que j'ai pas eu énormément d'annulations, mais moi je fais partie plutôt des personnes qui avaient des projets qui n'ont jamais pu voir le jour. Je pense que c'est un peu moins frustrant que les personnes pour qui tout était lancé, les tournées étaient lancées, qui ont dû s'arrêter. Vraiment, la perte d'argent, je pense, est plus importante dans ce cas-là que dans mon cas, donc je vais pas me plaindre. Et comme ça ne va pas trop et qu'à l'extérieur ou que vraiment à l'intérieur de mon corps, je peux pas trop changer tout ce qui se passe, et ben j'ai eu envie de changer mon intérieur chez moi. Voilà, d'aller de peaufiner, puisque depuis août, c'était quasiment terminé au niveau de mon installation et de mon aménagement, mais j'avais 2-3 trucs, j'avais des rideaux à avoir dans la chambre, j'avais mon fameux canapé, voilà, j'avais des tableaux à accrocher, des étagères à accrocher, toutes ces choses-là. Et ça me permet, et au moins quand je bouge mon intérieur, j'ai le contrôle dessus. Et ça me fait du bien, et ça me comble mes tocs ou mes angoisses de me dire que ok, alors à l'intérieur de chez moi, je peux tout gérer, et que ça me plaît et ça me convient 100%. Donc voilà, donc de manière un petit peu impulsive, j'ai décidé de bouger cette meuble, étagère bibliothèque, toute seule en forçant. Ne forcez pas, voilà, c'est la leçon du jour, ne pas forcer en fait, quand ça veut pas, ça ne veut pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de forcer, de s'obstiner quand ça veut pas. J'ai un podcast que je dois faire, un épisode de Barocco, un épisode qui me tient énormément à cœur, sur lequel je travaille depuis un mois. Mon doux papa est passé réparer ce meuble, mettre en place encore des dernières choses. Donc en fait aujourd'hui je vais axer ce vlog sur le rangement de cette étagère, ce meuble étagère bibliothèque. Je vais nettoyer tout l'appartement puisque là ce sont les vacances scolaires qui viennent de commencer. Alors je travaille la deuxième semaine des vacances et la première semaine je la passe à faire des examens médicaux, comme je vous le disais précédemment il me semble. Donc avant de partir pour un petit temps de chez moi, ou en tout cas une petite semaine, j'ai envie que ce soit clean complètement, comme ça quand je reviendrai, je serai juste bien, je me dirais pas, enfin je sais pas, je me sentirais pas envahie. Je sais pas pour vous si ça fait ça, mais moi j'aime beaucoup avant de partir en vacances, en week-end ou quoi, que ce soit rangé et propre, comme ça quand je reviens, je suis juste bien chez moi et je me sens pas envahie quoi. Et là vraiment, là je me sens envahie entre le salon, la cuisine où j'ai des cartons immenses que je dois donner à mon ami metteur en scène et plasticien, ma chambre pareil où j'ai du coup l'autre canapé qui est parti, des meubles qui ont switché et tout, encore des cartons d'emménagement parce que j'avais pas tous les meubles, enfin bref. Aujourd'hui on va faire un peu de rangement et je sens que ça va me faire beaucoup de bien. Voilà, donc je vous propose d'assister à ça avec en fond Starmania en vinyle. Dans cette étagère, dans la partie haute du meuble, j'avais les gros livres sur Louis II de Bavière, mes livres d'histoire, et après j'avais toute ma collection Shakespeare, donc je pense que c'est ce que je vais refaire. Au deuxième étage, j'avais tout ce qui était poésie et pièces de théâtre jeunesse et littérature médiévale, et en dessous j'avais toutes mes pièces de théâtre. Ah oui, au-dessus j'avais aussi mes livres de la Pléiade. Donc on va déjà ranger ça, et ensuite en dessous c'était plus mon côté fourre-tout puisque je suis quelqu'un qui s'étale beaucoup. Étape 1, mettre tous les livres dans l'étagère, et étape 2, ranger les livres dans l'étagère.
comme ça me permet aussi de vous présenter certains livres. Si vous aimez la poésie amoureuse, je vous recommande ces deux recueils de poésie. Ici on a une anthologie de poésie d'amour de Catulle à Boris Vian. Donc c'est à l'international, c'est des poèmes internationaux et c'est les plus beaux poèmes d'amour, donc c'est très bien. Et ici on a les plus beaux poèmes d'amour de la langue française par Jean Orizet. Celui-là il est chez le Livre de Poche et celui-là il est aussi chez le Livre de Poche. Donc c'est parfait, voilà. Si vous aimez la poésie et que vous aimez spécifiquement la poésie amoureuse mais vous savez pas trop et vous n'avez pas envie d'acheter un recueil complet, par exemple si vous n'avez pas envie d'acheter les Contemplations de Victor Hugo pour trouver les quelques poèmes d'amour ou tout Verlaine pour trouver ses poèmes amoureux ou quoi, au moins avec ces deux-là, vous avez un petit panel, un beau corpus de poésie amoureuse. C'est fort sympa. Premier petit renard, j'ai beaucoup de petits renards. Donc premier petit renard à installer dans la bibliothèque. Alors je vais pas m'arrêter sur tous les livres mais sur certains oui, et je vous recommande vraiment, si vous êtes amateur, amatrice de théâtre, Blanche-Neige, Histoire d'un prince par Marie Dillasser peut-être, qui est publiée chez les Solitaires Intempestifs. C'est une pièce de théâtre orientée jeunesse que j'ai eu la chance de voir en Avignon, pas cet été, l'été d'avant, et j'avais adoré. Dans leur mise en scène, c'était une femme qui jouait le prince et un homme qui jouait Blanche-Neige. C'était très intelligemment fait au niveau de la distribution, au niveau de la répartition des genres, très malin. Ça revisite bien les contes de fées en mélange de contes de fées. Le pitch c'est que Blanche-Neige et le prince sont mariés et maintenant ils s'ennuient et ils sont malheureux ensemble. Et c'est une super pièce. S'il y a une captation qui existe de cette mise en scène là, n'hésitez pas surtout à aller la regarder parce que vraiment moi j'avais passé un super moment. Et dans cette étagère là, au devant, en fait je vais mettre tous les livres qui vont me servir pour le fameux podcast ou la fameuse vidéo sur Sarah Kane que je vous promets depuis presque bientôt un an. Voilà, j'ai tout ça comme matière, l'air de rien. Les 5 pièces de Sarah Kane, l'essai sur Sarah Kane, le Phèdre de Sénèque, le mythe de Sisyphe de Camus et la cloche de verre de Sylvia Plath qui vont me servir forcément pour ce podcast. Shakespeare, Victor Hugo, c'est toute mon enfance, mon adolescence, voilà, c'était les deux auteurs là, ils font grandement partie de ma vie, ce sont deux auteurs qui m'inspirent beaucoup, deux hommes qui m'inspirent beaucoup. Entre temps, heureusement, sont venues se glisser les femmes comme Marceline Desbordes-Malmort, Christine de Pisan notamment. Mais voilà, mais en tout cas Shakespeare a une partie de mon étagère qui lui est dédiée. J'offre une partie de mon étagère comme j'offre une partie de mon âme à William. Et ça rime en plus. Et ça rime en plus. Là vous voyez 4 éditions de Roméo et Juliette. J'en ai encore une autre qui est dans la traduction d'Olivier Pi, qui est sortie puisqu'elle me sert pour le podcast que je suis en train de préparer. J'en avais encore une autre version juste seulement en italien dont qui est chez mes parents, et une autre version en français, je pense que c'était la traduction de François Victor Hugo qui est pareil, j'ai laissé chez mes parents. Et donc là j'ai en traduction française donc celle d'Olivier Pi, la version de Jean-Michel Desprats, j'ai la version juste en anglais de Roméo et Juliette chez Penguin, j'ai la version bilingue anglais-italien. Ce livre là il m'est très précieux puisque je l'ai acheté à Vérone dans la maison de Juliette, voilà, dans la vraie fausse maison de Juliette. Et j'ai aussi dans cette petite édition là, c'est une édition qui est connue pour les classiques anglais, et dans cette même édition de Shakespeare j'ai aussi Hamlet et Macbeth. Donc à ces trois là on a mes 3 tragédies préférées de Shakespeare. S'il y avait Le Songe d'une nuit d'été, on aurait mes 4 pièces favorites de Shakespeare ensemble. Et c'est ma sœur qui m'avait ramené ces 3 exemplaires là quand elle avait été à New York. Et c'est magnifique. Voilà. De toute façon, à chaque fois que quelqu'un que je connais voit une pièce de Shakespeare dans une édition un peu particulière, on me le prend, on me le ramène, et puis moi je remplis ma bibliothèque. Et de toute façon Shakespeare, je ne me lasse pas de le lire et de le découvrir dans des nouvelles traductions parce que c'est toujours intéressant et il y a toujours un sous-texte
différent qui est choisi en fait pour les traductions de Shakespeare. Alors je suis pas bilingue du tout en anglais, je pratique pas vraiment très bien l'anglais. Mais Shakespeare je connais un peu parce que mon dossier de terminale en théâtre, dans l'option théâtre, ma réflexion elle s'axait sur les traductions du monologue d'Hamlet, le fameux être ou ne pas être que moi j'avais dans la traduction d'Yves Bonnefoy, être ou n'être pas, et donc je comparais les traductions de ce monologue et en disant aussi ce que ça amenait sur la mise en scène suivant la traduction qu'on choisissait. C'est peut-être un peu compliqué si vous n'êtes pas connaisseuse du milieu théâtral, mais en tout cas la traduction qu'on choisit pour monter un Shakespeare, ça influe sur la mise en scène et c'est passionnant. Voilà, enfin en tout cas moi c'est une de mes grandes passions. Après avoir rangé mes petits Shakespeare, je range la Pléiade. Donc j'ai quelques Pléiades que mes grands-parents m'ont offert quand j'ai validé mon diplôme de fin d'études théâtrales. À ce moment-là, je n'avais pas pris conscience que c'était du cuir. Et donc aujourd'hui je n'achèterai plus de Pléiades neufs, j'en trouverai d'occasion en fait, mais ceux-là du coup les 5 là que j'ai, je les chéris voilà, je pense qu'on sait beaucoup de moi si on regarde les Pléiades que j'ai. Alors j'ai Frankenstein et autres romans gothiques et Dracula et autres récits vampiriques. C'est si vous êtes amoureuse de la littérature gothique, de créatures, des monstres de la littérature du 18e, 19e, enfin allez-y, foncez sur ces 2 éditions Pléiades, les introductions sont passionnantes. J'ai du Victor Hugo, c'est 3 Victor Hugo, alors j'ai le théâtre complet de Victor Hugo avec théâtre 1, théâtre 2. Parce que j'aime vraiment beaucoup le théâtre de Victor Hugo qui est peu connu en fait, qui est peu reconnu dans le milieu. Moi j'en étudie jamais, enfin j'aime beaucoup le théâtre d'Hugo, notamment Le Roi s'amuse qui est une de mes pièces préférées. Et en fait, le théâtre de Victor Hugo, on connaît que Hernani, Ruy Blas et Lucrèce Borgia, et personnellement en conservatoire ou dans les écoles et tout, on ne fait étudier que Lucrèce Borgia, alors que pourtant le théâtre d'Hugo est tellement plus riche, tellement plus intéressant que ça, et c'est vraiment dommage. J'ai Notre-Dame de Paris en édition Pléiade avec Les Travailleurs de la Mer aussi, j'ai encore jamais lu Les Travailleurs de la Mer d'Hugo. C'est pareil, Notre-Dame de Paris, ça fait partie des ouvrages que j'ai en plusieurs éditions, mais l'édition Pléiade, ça reste la plus belle. On m'a déjà dit, mais pourquoi tu aimes autant Louis II de Bavière? C'est parce qu'avec Loulou, nous partageons la même date de naissance, mais aussi la même âme, j'en suis persuadée. Et ces châteaux sont somptueux, j'ai eu la chance déjà d'y aller 2 fois pour le Neuschwanstein notamment. Donc j'ai Les Châteaux fous de Louis II de Bavière par Jean Descartes. Il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup d'ouvrages qu'on m'a offert parce que c'est pareil, c'est un peu comme les Shakespeare, quand on voit quelque chose sur Louis II de Bavière, on m'appelle et on me dit est-ce que tu as ça sur Louis II? Oui, non, et ensuite on me le prend et on me l'offre, je suis très chanceuse. Ensuite j'ai une biographie qui est Les Châteaux fabuleux de Louis II de Bavière par Elisabeth Reynaud. Voilà. Il y avait encore une biographie de Shakespeare, je me disais bien que j'avais pas tout William. J'ai une biographie, la biographie de Jean Descartes sur Louis II de Bavière, qui est vraiment bien, un peu datée je trouve au niveau des informations, mais pas mal, très complète. J'ai l'ouvrage, le livre que j'avais acheté dans la boutique des châteaux sur le Neuschwanstein, donc sur les châteaux de Louis de Bavière, les châteaux et la vie de roi Louis II de Bavière, Neuschwanstein, Linderhof et Ehrenkiemse. Là, vous. Et l'ouvrage que je recommande le plus dans tout ce que j'ai sur Louis II de Bavière, c'est celui de Isor de Saint-Pierre, le roi des rêves, Louis II de Bavière. Il y a des extraits de lettres dans celui-là, il est plus résumé et plus digeste que la biographie de Jean Descartes, si jamais ça vous intéresse. Louis II de Bavière, voilà, tout simplement. Surtout j'ai mon portrait de Louis II de Bavière.
Et voilà, quand même. Bon, maintenant ici c'est rangé, dans la chambre aussi. Vaisselle faite, tout est bon. Je peux m'en aller pour ces quelques jours en villégiature chez mes parents. Bonjour à toutes et à tous, on est le lundi 22 février, il est 4h moins 10 à l'heure où je vous prends pour vous parler un petit peu parce que ces derniers jours je ne vous ai pas parlé, vous avez vu quelques plans de ma vie chez mes parents à la campagne. Que s'est-il passé entre temps? Vous l'avez vu samedi. J'ai fait une expérience artistique en fait avec tous les baisers autour du cou, autour du cou, du buste et du visage. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi. J'en ai pas forcément beaucoup plus dit, mais il y a une photo, je vous la glisse quelque part dans l'écran. Alors pourquoi j'ai fait ça? Non pas par pur délire artistique, même si j'ai trouvé que vraiment ça rendait très très beau et que j'ai eu très envie de garder ces traces de baiser de rouge à lèvres de toutes les couleurs ad vitam aeternam, parce que je trouvais ça vraiment très beau et très lumineux, je sais pas, c'était très poétique. J'ai fait ça parce que pour une proposition de travail, une recherche, un appel à candidature, il y avait un certain thème et j'ai eu cette idée-là pour répondre à ce thème-là autour d'un texte. Je me suis fait un petit thé, alors toujours de chez Tea Experience parce que c'est ma marque préférée de l'histoire de l'humanité. J'ai fait le thé de l'ambassadeur que j'ai découvert dans mon calendrier de l'Avent cette année et c'est mon thé préféré que j'ai découvert grâce au calendrier et là, depuis que je l'ai acheté, vraiment je ne bois quasiment plus que lui. Il est très bon, il a un très bon goût de noisettes, de Ferrero. J'ai commencé aussi les photos à l'argentique grâce à cet appareil Olympus, qui est l'Olympus MJU2 Zoom 115. C'était l'appareil photo en fait de ma grand-mère qui me l'a du coup gentiment passé pour que je puisse m'essayer à l'argentique. J'ai acheté une pellicule, je teste les photos argentiques, on verra bien ce que ça donne, je ferai développer, ça libère ma créativité et en ce moment j'ai vraiment l'impression que ma créativité s'est libérée et à d'autres endroits en fait que là où elle n'était jusqu'alors, c'est-à-dire que moi je joue plutôt avec les mots, c'est plutôt par là avec les mots que je m'exprime, que j'exprime ma créativité et en ce moment c'est vrai que j'ai du mal à revenir à mes mots. J'ai du mal à revenir, je suis toujours en cours d'écriture d'un roman, je n'y ai pas touché depuis novembre quasiment, donc bon j'aimerais bien y revenir mais là n'est pas le sujet, j'y reviendrai certainement à un moment, mais là juste ma créativité s'exprime ailleurs, elle s'exprime dans le visuel, dans l'audiovisuel précisément, dans les vidéos, dans la photo, dans le dessin, dans le collage. En ce moment j'ai envie de ça, je sens que c'est par là que je trouve des moyens de m'exprimer et de me faire beaucoup de bien. Et c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui je suis allée à la librairie de la ville, pas très loin de chez mes parents, parce que je suis à la recherche depuis quelques semaines d'un carnet. Un carnet créatif et donc j'ai trouvé ce sera celui-là. Donc ce carnet est vert, donc déjà comme le vert est une de mes couleurs préférées, c'était parfait. C'est inspiré du Green Fairy Book de Arthur Lamb, je crois que c'est ça le nom. Et je cherche un carnet à la fois un peu pour faire du journaling, pour écrire dedans,
pour noter mes impressions au fur et à mesure de la journée, des semaines, des mois. Et aussi un carnet pour faire des collages parce que j'ai un ami qui est venu à la maison, passer un week-end à la maison après qu'on se soit fait dépister pour le test. Je tiens à le signaler parce que je trouve que c'est important de le dire, qu'on peut, je pense, passer des moments avec les personnes qui nous sont chères à partir du moment où on respecte certaines choses. Et durant ce week-end créatif chez moi, on a écrit, et c'est quelqu'un lui qui peint beaucoup, qui dessine, et moi pas du tout parce que je suis pas très douée de mes mains, j'ai pas une belle plume, j'ai pas un beau trait, c'est très compliqué pour moi de tenir un crayon, j'ai du mal. Et donc là il m'a décomplexée en fait vis-à-vis de ça durant ce week-end. On prenait une phrase au hasard dans un livre et on s'inspirait de cette phrase pour créer une œuvre plastique autour de ça. Donc ça pouvait être avec, moi j'ai fait avec du collage, de l'aquarelle, peu de dessin puisque je dessine pas, mais voilà ces choses là, et ça m'a fait énormément bien, ça m'a libéré la tête. Et mon ami a un journal, écrit dans son journal, et m'a dit que depuis près de 2 ans, et il m'a dit que lui ça lui faisait énormément de bien de tenir un journal, donc enfin voilà, il m'a encouragée à le faire, en tout cas pour que moi aussi je me vide la tête. Et donc comme en ce moment j'ai la tête remplie de beaucoup trop de choses, je me suis dit voilà, c'est le moment. J'étais en quête d'un très beau carnet depuis quelques semaines que je ne trouvais pas du tout. J'ai fait pourtant, j'étais à Nancy entre temps et j'ai fait les grandes librairies, papeterie de Nancy, impossible de trouver un carnet qui me correspondait, qui me plaisait. Et là je l'ai trouvé lui, voilà, donc c'était tout ce que je voulais vous dire, je crois, pour cette journée. J'ai terminé la rédaction du nouvel épisode de Barocco Podcast aussi, donc sur... je vous dis pas encore le titre, parce que je ne sais pas à quel moment sortira le podcast et je ne sais pas à quel moment sort ce vlog, même si j'espère sortir le podcast avant la sortie du vlog. Mais si je vous dis Roméo et Juliette, Tristan et Iseut, Pyramide B et Amour et Psyché, normalement vous avez une petite idée du thème, de la thématique de ce podcast. J'ai enfin terminé la rédaction ce matin. Ce podcast, ça fait 1 mois que je travaille dessus. Entre la lecture, entre d'abord la recherche d'œuvres, la lecture, la rédaction, le brouillon, toute la rédaction, enfin voilà, et j'ai pas encore enregistré présentement le podcast, donc je l'ai pas monté, je l'ai pas exporté, je l'ai pas mis en ligne, donc j'ai encore un peu de travail pour que vous puissiez écouter ce nouvel épisode de Barocco. Mais ça fait du coup un petit mois que je suis plongée dans la littérature amoureuse et dans des œuvres hyper connues d'amoureux maudits. Et c'était pas facile la rédaction de ce podcast, émotionnellement ça m'a demandé beaucoup. Habituellement les épisodes de podcast en fait je les rédige en une après-midi, enfin j'ai un gros travail en amont, mais au niveau de la rédaction c'est je me fixe un moment ou une soirée ou une après-midi ou une matinée et j'écris et je reviens sur mon premier jet. Et là j'ai pas pu faire du tout de premier jet, en fait j'ai fait partie par partie parce qu'émotionnellement ça me demandait beaucoup. Je sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais en ce moment il y a quand même quelque chose, je pense, du fait qu'on soit beaucoup plus replié sur nous, qu'on voit beaucoup moins nos proches aussi, qu'on ait moins de contact physique. Ça amène aussi enfin moi en tout cas ça m'amène à me replonger 1000 fois plus dans la littérature amoureuse, ce qui n'est pas un mal, mais ce qui n'est pas qu'un bien. Quelles aventures devrais-je même dire. Hop, c'est bon, tu es assez infusé. Bon alors désolée, je suis en train de faire ma machine, donc vous aurez le bruit de la machine. On est le mardi 2 mars, il est aux environs de 15h37. Pourquoi je ne vous retrouve que maintenant pour vous parler? Parce qu'il s'est passé moult choses. Ma semaine de post-examen clinique en fait a été combinée à une semaine de fièvre tout à fait inexpliquée.
Voilà, inexpliqué au niveau de tests antigéniques PCR, inexpliqué au niveau d'analyse de sang et autres. Là, en fait, ma seule semaine de vacances, réellement, c'était la semaine dernière, puisque cette semaine, je retravaille. J'anime des ateliers de théâtre durant une semaine de colonie dans un centre. Donc en fait cette semaine, donc depuis aujourd'hui j'ai repris le travail, je travaille encore mercredi et jeudi, et vendredi je monte à Paris parce que vendredi je me fais tatouer. Et oui! Et j'ai tellement hâte parce que je me fais tatouer par une artiste que je suis depuis un peu plus d'une année qui est Rokikin. Et quand elle a ouvert son agenda en décembre, j'ai envoyé mon projet avec peu d'espoir d'être retenue parce que c'est une artiste tatoueuse qui quand même reçoit nombre de propositions. Vendredi, je me rends sur Paris en train. Heureusement pour moi, le salon de tatouage ne se trouve pas très loin de la gare par laquelle je vais arriver, donc je n'aurai pas à prendre le métro, ce qui est très bien parce que si vous le saviez pas, j'ai déjà habité Paris quand j'ai terminé mon lycée. En fait, ma première année d'études, j'étais censée la passer à Paris, au final j'ai passé 4-5 mois et je suis revenue parce que Paris c'est l'enfer. En tout cas quand on est une jeune provinciale qui débarque de tout, Paris c'est l'enfer. Donc j'ai une angoisse des transports en commun depuis Paris. Prendre le train, ça va mieux maintenant, j'arrive un petit peu à prendre le train, sauf quand je dois aller à Liège et que à la place de prendre 2 trains, on m'en fait prendre 6 en m'envoyant dans des gares paumées en Belgique. Là j'avoue, je gère moins au niveau stress. Mais le métro par contre, toute seule, je pense que non, je suis pas encore prête et pourtant ça fait près de 10 ans, vous voyez, donc bon. Il y a des choses qui nous marquent, je sais pas combien de temps la séance va durer, un certain temps je pense quand même, puisque je me fais tatouer la cuisse gauche, le devant de la cuisse, donc ça a l'air quand même, a priori ça se fera en 1 ou 2 séances. J'espère vraiment que ça se fera qu'en une parce que j'ai pas envie de repayer un aller-retour pour Paris, très honnêtement. Et en plus, je gère très très bien la douleur des tatouages, en fait j'ai jamais mal. Quand je me fais tatouer, je ne sens rien. Voilà, je ne sens strictement rien. Il y a juste un seul endroit où j'ai senti quelque chose, c'est un tout petit triangle noir qui est par là. Là j'ai senti, mais je peux même pas dire que j'ai eu mal, enfin je veux dire ce serait indécent par rapport à ce que je ressens lors de mes crises de dire que j'ai mal vraiment. Donc heureusement pour moi, malheureusement pour mes parents, je peux me faire tatouer autant que je veux et je ne ressens pas la douleur. En tout cas ce n'est pas la douleur qui m'arrête quand je me dis je vais me faire tatouer. Et ce tatouage là normalement sera en couleur, enfin voilà, j'ai demandé à ce que ce soit en couleur, ce sera mon premier avec vraiment de la couleur. J'ai quelques touches de couleur, j'ai une touche de rouge dans ma pomme en haut du dos, j'ai du bleu dans celui dans le bas du dos, mais je n'ai pas de vrai tatouage en couleur encore, donc j'ai hâte, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner, puisque en plus je n'aurai pas le dessin avant et c'est la toute première fois de ma vie de personne tatouée que je n'ai pas le dessin avant d'aller me faire tatouer, que je l'aurai le jour même. Donc j'attends de voir ce que ça va donner. Je suis toute impatiente, un petit peu angoissée parce que pour la control freak que je suis, c'est pas évident de se dire que je ne verrai pas le dessin du tatouage avant le jour J. Mais bon, je lui fais assez confiance, j'aime tellement ce qu'elle fait, je lui ai envoyé des références, à la fois des dessins d'artistes que j'aimais et de ses tatouages à elle, donc je pense qu'elle a saisi l'univers dans lequel je voulais que s'inscrive mon tatouage. Je vous raconte pas précisément pour l'instant mon tatouage, je vous laisse un peu la surprise. J'avais quand même peur cette semaine de devoir annuler et le fait d'aller travailler et le fait de devoir d'aller à Paris, de faire l'aller-retour et de me faire tatouer parce que c'est jamais anodin par les temps qui courent quand même d'avoir de la fièvre, en règle générale non plus, mais surtout par les temps qui courent, je préfère prendre 1001 précautions parce que vraiment je m'en voudrais plus que jamais si jamais des gens devaient être malades à cause de moi. Donc voilà, je suis en plus hypocondriaque, hein, malheureusement, que voulez-vous. Les séances de tatouage pour moi c'est un vrai moment de plaisir. Je ne suis pas maso, rassurez-vous, mais en fait il y a quelque chose de l'ordre du sportif en fait quand on se fait tatouer quand même. C'est vraiment, on va au-delà de certaines limites et personnellement mon corps, souvent c'est lui qui me fait souffrir malgré moi
Et là en l'occurrence je choisis ce qui m'arrive et avoir un contrôle sur ce qui se passe et sur ce que je ressens sur mon corps, ça me fait énormément du bien. Et c'est une forme de thérapie. À chaque fois que je me fais tatouer, de toute façon ça m'aide à avoir un autre rapport avec mon corps, à arriver à l'accepter, à arriver à le voir différemment, à arriver à le trouver beau grâce au tatouage. Et en plus ça m'aide à dépasser certaines sensations physiques. Mais je voulais quand même vous parler du thé que je bois, enfin du mélange que je bois. Je bois le thé vert Darjeeling Lotus que vous pouvez trouver chez Nature et Découverte, qui est incroyablement très agréable. Moi personnellement j'ai des goûts d'enfant, c'est-à-dire que moi j'aime bien boire du thé qui est quand même sucré, qui a un goût plutôt gourmand. Je ne suis pas Darjeeling, je ne suis pas Earl Grey, je ne suis pas trop thé noir non plus, mais celui-ci, le thé vert Darjeeling Lotus, je l'aime beaucoup. Et je l'associe avec des billes de fleurs que on m'avait ramenées. Alors je ne sais plus si c'était de Chine ou de Japon. Voilà. Mais alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça ressemble à ça, vous voyez. C'est des petites billes de jasmin. Voilà, des petites fleurs de jasmin tout en billes comme ça, desséchées. Et en fait je mélange les billes de jasmin, les fleurs de jasmin séchées avec le thé Darjeeling. Je fais infuser ça quelques minutes parce qu'après c'est trop fort. Et je bois ça et c'est un régal. Et je suis... Voilà, là je suis bien. Il faut que je vous parle de ça. Alors j'ai un ami à moi, Nathan, si tu passes par là, merci, qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines en me disant qu'il avait trouvé mon cadeau d'anniversaire avec 6 mois d'avance. Et que pour lui, un cadeau d'anniversaire, ça s'offrait n'importe quand dans l'année et qu'ensuite la personne était libre de l'ouvrir à n'importe quel moment, en fait, quand elle en ressentait le besoin. Et je lui ai dit, ben écoute, pour mes 26 ans et demi, j'ouvrirai mon cadeau d'anniversaire en avance. Et il s'est trouvé que le 25 février, je n'étais pas chez moi, donc je n'avais pas accès à mon cadeau. Et là, en rentrant, je me suis souvenu que j'avais ce petit cadeau-là qui m'attendait. Et je me suis dit, bon allez, j'ouvre. Et quelle a été ma surprise en découvrant un tarot du Petit Prince, le tarot du Petit Prince et une figurine du Petit Prince. Et bon, si vous me connaissez, vous savez à quel point le Petit Prince c'est toute ma vie. Et je suis tellement émue et tellement reconnaissante parce que dans ma vie j'ai des personnes uniques, aussi farfelues que moi, aussi incroyables, et j'ai beaucoup de chance d'avoir croisé le chemin de personnes oui, aussi uniques et aussi créatives et qui m'ont aussi bien cerné que ça dans ma vie. Donc voilà, donc merci 1000 fois Nathan, vraiment on ne pouvait pas me faire plus plaisir qu'avec un tarot du Petit Prince. Je vais vous montrer rapidement les cartes, les illustrations, il est magnifique. Alors je vais vous montrer les arcanes majeures parce que je trouve que c'est magnifique. L'univers du Petit Prince est tellement bien utilisé pour ce tarot. Enfin, vous voyez là par exemple pour le jugement, on a le Petit Prince avec le renard, avec le roi, le vaniteux, le buveur, le géographe. Ah non, à moins que lui ce soit le banquier, pardon. Voilà, le soleil, la lune avec la rose sous le globe. Enfin, c'est magnifique. L'étoile avec le renard et le serpent qui regardent l'étoile, la tour avec l'aviateur et l'avion de l'aviateur, le diable avec certains protagonistes que rencontre le Petit Prince durant son voyage, la tempérance avec l'aviateur, la mort avec la rose, enfin l'image de la rose, enfin c'est magnifique, le pendu, la justice avec le Petit Prince comme ça qui a... Oh là là. Moi ça m'aime beaucoup parce que la figure du Petit Prince et le Petit Prince c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup 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 à cœur. Donc on a tout ça, l'ermite, la force avec le Petit Prince et le renard, le chariot quand le Petit Prince s'en va, avec sa rose. Oh là là, il est magnifique, vraiment il est magnifique. Si vous aimez les tarots et si vous aimez le Petit Prince, foncez. Je ne connaissais pas l'existence de ce tarot, sinon vous imaginez bien qu'il serait déjà chez moi. Oh là 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 là, il est magnifique. Voilà, avec le fou. Et ensuite ce sont toutes les arcanes mineures.
Je vous retrouve en vocal pour la fin de ce long vlog qui s'étale sur ces 15 jours de gros guillemets pour vacances puisque comme vous l'avez vu, ces 15 jours n'ont pas du tout été de tout repos. Je suis également donc partie à Paris en train toute seule pour me faire tatouer par Rookiekin à Regard Noir. Oui, par rapport à mon tatouage aussi, alors il faut savoir que Rookiekin est une tatoueuse qui tatoue plutôt lentement. C'est pas péjoratif quand je dis ça, mais c'est factuel, il faut le savoir si vous voulez prendre rendez-vous avec elle. Et donc elle préfère faire mon tatouage qui est normalement en couleur en 2 séances, en 2 sessions. Donc là, la première session, c'était faire les tracés de mon tatouage, les contours et les ombrages. Et la prochaine fois, on mettra la couleur. Voilà, sachez que je suis très contente de ce tatouage. Pour la première fois, je n'avais pas vu le motif avant d'aller me faire tatouer. J'ai découvert le jour J, c'était assez inédit pour moi. Pour mon après-tatouage, le baume tatouage de chez Keria, de chez Fort Calquier, c'est le baume après-tatouage pour le corps avec du calendula, de l'achillée millefeuille, des huiles essentielles bio, de lavande fine et hélicryse italienne. J'ai découvert Keria, j'espère que je prononce bien, quand j'avais été faire mon tatouage dans le bas du dos à Fort Calquier. J'en ai profité en fait dans ma commande pour aussi commander le baume pieds et mains. Alors achillée millefeuille, matricaine camomille, huile essentielle bio de cyste ladanifère et géranium bourbon. Et un dernier qui est le baume visage anti-rides. Et oui, parce que ça y est, une fois qu'on a dépassé les 25 ans, qu'on s'approche doucement de la trentaine, eh bien arrivent les formidables rides. Donc celui-ci, il y a de l'immortel, pâquerette, huile essentielle bio de myrte et de bois de haut. Je vous ai aussi présenté sur Instagram ma pile à lire pour le mois de mars au féminin organisé par Flow Booking. Je vous présenterai aussi bientôt les livres, les essais que je compte lire pour le mois de la sorcière organisé par Lunae is Reading. Donc j'ai commandé ce Tristan et Iseut écrit ici par Eliard von Auberg et donc c'est la version germanique en fait de la légende de Tristan et Iseut que je ne connais pas du tout. J'ai aussi commandé Heures et malheurs du sous-majordome mineur écrit par Patrick DeWitt. Ça a l'air loufoque, farfelu, je pense que c'est le genre de roman un peu de niche que je peux bien aimer. Et j'ai commandé aussi, après avoir vu la magnifique vidéo d'Antastasia, que je vous référence en barre d'infos, Le Chevalier à la peau de tigre, écrit par Chota Kota Roustavelli, qui est un écrit géorgien, qui a l'air... ça a l'air d'être mon genre, hein, voilà, un peu médiéval. Et enfin, j'ai aussi commandé, comme beaucoup, je crois, Vigdis la Farouche par Sigrid Undset, ici à la collection La Robe Noire, avec les illustrations de Julien Brunette. J'ai tellement hâte de lire cette histoire aussi, si vous saviez. Voilà, écoutez, on est le dimanche 7 mars, à l'heure où je vous parle, le soleil brille, le printemps arrive, alors j'espère que pour vous il fait tout aussi beau, que c'est tout aussi agréable. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.